Bonsoir à tous, merci de votre fidélité au Cercle Aristote. Donc voilà, petit direct impromptu, l'information n'attend pas, la réinformation non plus, et la désinformation encore moins, comme on dirait sur des chaînes concurrentes euh, hautement peu intellectuelles, dirais-je. Et eh bien, chers amis, il y a un événement important auquel vous n'avez pas été conviés. C'est dommage parce que c'est de vous qu'on parle. En ce moment, qui est le forum de Davos. Le forum de Davos, donc on a beaucoup parlé avec monsieur Klaus Schwab, entre autres. Cette idée de grand reset, de grande réinitialisation, qui je crois d'ailleurs est le thème du Davos de cette année, si mes souvenirs sont bons. Ça traîne depuis des années, l'idée du grand reset, etc. Madame Lagarde, beaucoup de gens très influents, à défaut d'être compétents pour beaucoup d'entre eux, ont émis cette idée qui a été synthétisée dans un petit livre par ce sympathique, disons, patron du forum de Davos, germanique que personne d'ailleurs, à qui personne n'avait rien demandé, et qui en a fait un petit livre qui a alimenté énormément de fantasmes, mais de fantasmes des deux côtés. À la fois des fantasmes populaires, parce qu'il est tout à fait normal que les proies fantasment l'action du prédateur, c'est tout à fait normal, et puis beaucoup de fantasmes élitaires sur le grand reset, etc. Et on va essayer de tirer ça au clair avec un camarade qui a beaucoup travaillé le sujet, alors beaucoup sur la chaîne du Cercle, vous le connaissez, c'est notre ami Philippe Murer. Philippe, bonsoir. Bonsoir Pierre-Yves et bonsoir à toutes les personnes du cercle qui nous écoutent. Alors, Philippe Murer, tu es un de nos habitués, un de nos amis, donc tu as, de multiples travaux à ton actif. Tu as travaillé avec le grand Jacques Sapir sur l'euro, tu as Pour la Fondation de Chevènement, tout pour à la fait. Fondation Respublica, tu as été conseiller politique, tu as été responsable de campagne sur les pôles économiques, tu es un auteur, là j'ai ton dernier ouvrage, Comment réaliser la transition écologique, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, que vous pouvez trouver sur le site du Cercle Aristote si vous voulez, dans toutes les bonnes librairies, parce qu'il faut aider nos amis libraires, sur tous les sites que vous souhaitez, et sur le site de Jean-Cyril Godefroy également. Or, l'ouvrage que je vous recommande à plus d'un titre, et, et toi, tu t'es allé potasser ça, parce qu'à un moment, il faut revenir à des bases textuelles, surtout pour tout un monde fantasmé et fantasmatique, et qui, je pense, jouit d'une partie de l'aura de complot et de complotisme qui nage avec lui. Alors déjà, cher Philippe, Davos, c'est quoi? On y fait quoi? Qui y fait quoi? Davos, ça existe depuis des dizaines d'années. Effectivement, c'est Klaus Schwab, c'est l'écrivain du livre qui l'a créé et qui en est le patron. Et les membres sont en fait les plus grandes sociétés multinationales. Pas toutes les sociétés, mais beaucoup de très grandes sociétés multinationales. Et on y discute, on y infuse sur les idées, on influence tous les ans à la même époque. Donc Davos cette année est virtuel puisque il y en aura peut-être un sommet physique à Singapour en juin. C'est pas certain à cause du Covid. Il est virtuel exceptionnellement, donc il attirera moins le regard, il y aura moins de people. Mais Davos, donc ce sont les responsables économiques les plus importants du monde qui viennent, mais ce sont aussi les présidents, les responsables politiques. Cette année, il y aura Merkel qui va parler, il y aura Macron, si je me trompe pas, Xi Jinping, Ursula von der Leyen, sympathique patronne de l'Union européenne, et tout un tas de gens. Voilà. Avec le thème, et tu as raison, c'est la grande réinitialisation. En fait, en tout cas, c'était le thème qui était choisi avant qu'on en parle, un petit peu trop sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des articles des Échos, le journal de Bernard Arnault qui parlait de ça en juin 2020, Davos 2021, la grande réinitialisation. Pareil pour le journal Le Temps, le journal de Suisse de Genève. Et donc toutes ces multinationales, alors pour vous dire que tout ça n'est pas un fantasme, on va s'appuyer sur de l'écrit et sur le Forum économique mondial, tel que ça s'appelle le Forum de Davos, sur son site internet. Voilà, là,
il y a une partie sur Great Reset, la grande réinitialisation, le bouquin de Schwab, mais aussi un agenda. Il y est dit, The Great Reset, pour améliorer l'état du monde, le Forum économique mondial débute l'initiative de la grande réinitialisation. La page d'après, sur l'agenda de Davos 2021, c'est une mobilisation pionnière des leaders mondiaux pour façonner les principes, les politiques, les coopérations dont nous avons besoin dans ce contexte, donc du Great Reset. Juste en dessous, ce qui est vraiment fascinant, je ne m'en rendais pas compte à tel point, ce sont les membres que vous trouvez du forum de Davos sur weforum.org, donc leur site, /partners, et là vous rendrez compte, vous allez à la lettre A, et là vous avez 50 entreprises, et c'est pas n'importe lesquelles, alors je vais vous en citer quelques-unes, Adecco, Apple, Alibaba, le plus grand site internet de vente chinois, Amazon, Arcelor, AXA, voilà. On a 50 entreprises parmi les plus grandes du monde à la lettre A, pareil à la lettre B, et tout ça jusqu'à la lettre Z. Donc, vous voyez l'influence qu'ils peuvent avoir, et c'est l'influence qu'ils essayent de développer à Davos, mais comme dans d'autres réseaux, hein, puisque Davos n'est qu'un réseau parmi d'autres. Alors, ce bouquin, effectivement, de Klaus Schwab, et Thierry Malray, qui est l'ancien directeur de cabinet, conseiller, je crois qu'il est au cabinet de Michel Rocard, le ministre socialiste, et qui a maintenant rejoint Davos, et puis ensuite qui est reparti, mais enfin qui reste dans l'orbite de Davos. Ce livre a été écrit en juin 2020, donc 3 mois après le début de la pandémie en Europe. Il n'est pas destiné à nous, simple Pékin moyen, simple citoyen, il est destiné à l'élite mondiale, aux courroies de transmission de la mondialisation, bien évidemment, que défend Davos depuis toujours. Il a été écrit d'ailleurs dans les remerciements, c'est écrit par Monsieur Schwab lui-même, par des collègues du Forum de Davos, donc c'est quand même un bouquin à plusieurs mains, dont certaines qui sont un peu inconnues, et puis même les membres de Davos, qui sont, d'après ce que j'ai compris, les patrons de multinationales, les représentants des multinationales à Davos, ont eu ce bouquin et ont pu faire des retours sur le livre, et on ne comprend pas très bien dans les remerciements s'ils ont demandé de changer des parties ou pas. Voilà, donc le syndicat de l'élite mondialisée, Davos, voilà, qui sort son bouquin finalement. Bien, donc Klaus Schwab, qui est-il en fait, c'est un peu cette question. Ce monsieur qui a créé Davos, en fait, c'est un mélange entre un homme d'affaires mondialiste, sinon il ne serait pas patron du forum de Davos, de la mondialisation, ultra-libéral, bien qu'il ait tendance à s'en défendre, mais c'est ce qu'il professe, mais en même temps avec du libéralisme sociétal. Voilà, il aime bien Black Lives Matter dans son bouquin. Oui, c'est comme dirait Michel Audiard, c'est une synthèse. C'est une synthèse. Voilà, c'est une synthèse. Les LGBTQ aussi. C'est quelque chose de fondamental. Effectivement, la théorie du genre, bien évidemment. Et c'est une synthèse, comme dirait Audiard, mais comme dirait, allez, je vais lever le débat, Pierre-Yves Michéa, qui nous avait fait montrer qu'en fait, l'homme moderne était la synthèse entre le libéralisme économique et le libéralisme sociétal. Et donc, M. Schwab en est un mélange tout à fait abouti. Alors, si on veut caricaturer par un petit mot, c'est le mélange de Bill Gates et de Greta Thunberg. Tout à fait. Donc, il est en plus écologiste, en plus antifasciste comme Greta. Oui. Et puis l'antifascisme allemand, historiquement, ça fait ses preuves. Ok, donc... Je dis un petit mot encore, si je me permets, Pierre. En fait, il écrit ce bouquin. Si vous le lisez, je vous encourage à le lire. Vous pouvez soit l'acheter, soit il l'a laissé apparemment sur Internet traîner dans plein de sites différents sous forme de PDF. Donc, Monsieur Schwab. Et donc, ça se lit soit en anglais, soit en français. Moi, je l'ai lu personnellement en français, ça m'est plus simple. Mais il prend 2 approches. Soit quand il y a des choses très difficiles et dures à dire, il se met en commentateur. Par exemple, on en parlera, il préconise des confinements de 18 à 24 mois pour les populations occidentales au nom de la santé. Comme tu me disais tout à l'heure au téléphone, oui, effectivement, pour soigner, on va enfermer les gens. Et c'est ça la santé, c'est enfermer les gens chez eux. Si tu veux, il n'y a pas une seule idée dont la pensée germanique ne puisse pas faire un camp. Donc, voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. Et alors ça, par contre, il le dit pas lui-même. Il convoque des experts, 3 experts, et ils disent que les 3 experts sont d'accord et disent qu'il faut le faire. Donc il est commentateur, c'est pas de sa faute. Ouais. Et puis les 3 experts sont des potes à lui. Oui. Ça s'appelle la gouvernance européenne, ça c'est bien possible. Cette technique-là.
C'est bien possible. Et en plus de cela, il y a aussi le côté décideur et prescripteur quand les idées sont sympathiques. Quand il nous dit qu'il est un ardent protecteur de l'environnement et de la planète, bien évidemment, à ce moment-là, Monsieur Schwab passe Bien en sûr, prescripteur et décideur de belles choses et de belles bien idées. sûr, bien Voilà, sûr. donc on voit qu'on a un petit peu de manipulation dans ce Oui, bouquin, oui, oui, très oui. clairement. Voilà, c'est une grande âme. Alors, si tu veux, parce qu'il y a un homme dont le portrait est pas très loin, parce que Schwab, lui, il a fait carrière dans quoi, mis à part être patron de Davos? Il a été industriel, il a été grand patron, il a été quelque chose? Non, pour moi, non. Non. Donc, parce qu'il y a un homme qui ressemble exactement Mhm. à ce portrait, et je renvoie à l'ouvrage de mon camarade Thibaut Carlerzin là-dessus, c'est George Soros. Ça ressemble exactement au portrait de Soros, c'est-à-dire un homme qui a trop d'influence et trop de pouvoir pour son bien et pour le nôtre, et qui pense que parce qu'il a des amis friqués ou parce qu'il a du fric lui-même, ce qui est le cas du vieux Georges, ses idées sont nécessairement les meilleures. Tout à fait. Alors qu'en plus, dans le cas de George Soros, si tu veux, c'est de la rapine améliorée. Oui, et Mais sauf quand ses idées sont les meilleures, il distribue des milliards pour faire triompher oui, ses idées. et Et puis c'est il ouvert, on n'est pas trouve dans le complot. tout à fait. Ah non, non, mais ça, l'Open C'est Society ne s'en est jamais caché. Bon. tout à fait. Or, euh, si tu veux, le problème, c'est qu'à la rigueur, qu'un multimillionnaire, si tu veux, qui s'ennuie dans la vie parce que après une overdose de fêtes, de débauche et de paradis artificiels, on s'ennuie quand on a trop de pognon et pas assez de choses à faire. Euh, c'est une chose. Mais comment des gens qu'on estime être des gens sérieux, je mets pas nécessairement Emmanuel Macron dedans, mais mettons d'autres gens qu'on estimerait sérieux, se sont mis à croire dans ce type-là dont on n'a jamais entendu parler avant, dont le grand public n'a pas entendu le nom, sur 45 ans d'activité, le plus grand public doit le connaître depuis 1 an et demi, grand maximum. Ouais, c'est clair, mais parce que je pense que le syndicat des élites mondialisées qui est Davos et d'autres réseaux dont on ne va pas parler ici, il y en a partout, hein, je ne suis pas un enquêteur des réseaux mondiaux d'affaires, des multinationales, effectivement, c'est tissé petit à petit. Au départ, ça avait une influence moyenne, c'était pour améliorer les relations, pour le patron Bill Gates y allait sans doute pour essayer d'ouvrir le marché chinois, discuter avec Xi Jinping en lui tapant sur, en lui disant que peut-être il y avait des choses à faire ou d'autres dirigeants. Et puis ça a pris de l'ampleur et maintenant, effectivement, je pense que ça a une véritable influence parce que et la preuve en est quelque chose. C'est un article absolument extraordinaire. C'est sur leur influence, c'est l'article en fait qui montre que Bernard Arnault conseille apparemment indirectement le gouvernement Biden. Et c'est pas Philippe Murer qui le dit, c'est le magazine Challenge qui le dit, qui le Ah oui, oui, concerne. donc, Alors l'article, je vous le dis vite fait, mais quand Bernard Arnault conseille Joe Biden par Challenge le magazine, un groupe de personnalités réunies par le patron de JP Morgan, la grande banque, pour réfléchir à l'ère post-Trump, selon le New York Times. Il figure Tony Blair. Qu'est-ce qu'il a à faire à conseiller les Américains? ah oui, Des anciens, des anciens secrétaires déjà, d'État. que fait Tony Blair encore en liberté, mais ça, Voilà. c'est un autre débat. Ouais. Des anciens secrétaires d'État à la Défense, on comprend mieux. Le français Bernard Arnault et le patron du géant de la santé, Johnson et Johnson. En fait, le document qu'ils ont préconisé, qu'ils ont préparé, qui préconise des sorties de crise pour les problèmes de l'Amérique, circule, d'après Challenge, dans l'équipe Biden, etc. Et donc, ça a une influence certaine sur l'équipe Biden. Et d'ailleurs, étonnamment, ça reprend des idées assez proches, c'est très connexe, c'est très connecté avec ce que dit Klaus Schwab. Donc, ils pensent sans doute tous de la même manière. Voilà. Ils ont infusé les uns dans les autres. Si tu veux, ça veut dire quand même que c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que tu as des classes politiques occidentales qui ne pensent pas, qui sont conseillées par des classes économiques qui ne pensent pas plus. Mais par contre, ils savent gagner de l'argent. Alors ça, ils savent très bien gagner de Ah, l'argent, ils savent faire du business, mais par contre, ils ont décidé aujourd'hui de ne plus rester sur le business et de s'étendre à beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça donne un bouquin qui est assez oui, catastrophique. Hein. oui, parce qu'il pense peut-être que vu comment la mondialisation va, la rente risque de s'épuiser.
C'est tout à fait juste. Et j'y reviendrai après dans le bouquin. Mais continuons si ça t'embête pas et rentrons dans le cœur du bouquin. Donc le bouquin, il est en 3 parties. Il y a la crise du Covid, tout est lié à la crise du Covid, les conséquences macro, l'impact macroéconomique et toutes les réinitialisations qu'il faut faire, macroéconomique, social, technologique, géopolitique, etc., etc. L'impact micro sur les entreprises. Bien entendu, c'est un économiste d'abord, Schwab, enfin c'est ça qui l'intéresse, et ensuite l'impact sur l'humanité, ce qu'il appelle la réinitialisation individuelle, parce qu'il y a une partie qui s'appelle carrément redéfinir notre humanité. Je veux dire, ça va très très loin. Alors il part de quoi pour ce bouquin? Il part, en fait, l'idée phare du livre, en fait, c'est la peste noire. Alors qui a lieu en 1350, en fait, cette peste noire, et qui était quelque chose de terrible, qui a tué, alors je suis allé voir sur Internet, parce que moi je ne savais pas le taux de mortalité, mais autour de 80% des personnes malades. T'étais touché par la peste noire, t'étais quasiment sûr de mourir. On estime entre le fait qu'un Européen sur 3 à un Européen sur 2 aurait succombé à la crise de la peste noire. Oui. C'est tout à fait juste, et des villes qui ont quasiment été décimées. Donc c'est un bouleversement cataclysmique. Et il fait cette analogie historique avec le Covid, on voit très bien pourquoi. Je veux dire, c'est pour distiller la peur, distiller la trouille aux gens, et dire qu'il y aura les mêmes conséquences catastrophiques à la peste et au Covid. Mais que ces changements qu'il va proposer, c'est des changements pour le meilleur, en fait. Ah bah oui. Donc on voit la manipulation, on compare une maladie, 80% de mortalité, à une maladie qui tue 0,5% des malades. En plus, la peste tue tous les malades, là, le Covid, et c'est triste, mais tue les individus qui ont en moyenne 81 ans et demi, ou qui ont des gros problèmes de santé, pas tout le monde. 81 ans de moyenne. 80% voilà. Des morts du Covid en France, d'après les chiffres de l'IHU de Marseille, avaient moins d'1 an d'espérance de vie devant eux. Oui, c'est ce qu'il dit, effectivement. S'ils étaient soignés, s'ils étaient soignés, effectivement. Et il n'y a quasiment aucun mort parmi les 0-45 ans et tout, voilà. Donc c'est une maladie, alors qu'il y a 10 000, je crois 10 000 morts par an d'accidents cardiaques parmi les gens qui ne sont même pas âgés. Donc ce qui s'est passé avec la peste se passera avec le Covid. C'est ce que nous dit Monsieur Schwab. C'est complètement absurde, mais il vous met dans le cerveau qu'il y aura des changements inévitables, énormes, et il va vous les décrire. Donc voilà, la manipulation est très claire. Je vais vous citer le passage du bouquin où il vous le dit, et il cite aussi des passages de peste noire de Defoe, d'écrivains pour nous mettre l'alarme à l'œil. Il nous dit « Les changements ont été si divers et étendus qu'ils ont conduit à la fin d'une ère de soumission, mettant un terme à la féodalité et au servage et menant à l'ère des Lumières. La peste a fait tout ça, toute seule. Pour faire simple, la peste noire a peut-être été, dès le début non reconnu de l'homme moderne. » Et il vous explique ensuite que, eh bien, ça va être un petit peu pareil avec le Covid, ça va être le début d'un homme moderne et nouveau. Alors, si je puis me permettre, Philippe, là, en tant qu'historien des idées. Oui. Alors, il y a une chose majeure dont la peste noire est le début. C'est le début des mecs comme lui. Et ça, il s'en rend pas compte. Pourquoi? Je m'explique. La peste noire tue, je fais très vite. Mettons un Européen sur 3. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va multiplier la propriété foncière. Et donc, on va passer de la logique qui était celle de l'Europe économique, qui était la logique du patrimoine. Pierre Magnard, l'immense Pierre Magnard, a beaucoup écrit là-dessus. Par exemple, l'interdiction de vente de la maison de famille, par exemple. Ça, tu es dans la logique du patrimoine. Mais comme tu vas avoir une concentration de la propriété dans quelques mains, vu que les autres sont canés, eh bien, les propriétés vont redevenir une monnaie d'échange rapide, rapide. Mettons-nous dans les critères de l'époque. Hein. Bien sûr. Et donc là, tu entres dans la logique du capital et non plus du patrimoine. Autrement dit, si tu veux, la seule chose, parce que objectivement, la peste noire a eu une influence par le traumatisme, etc., c'est certain, qu'elle ait conduit en soi aux Lumières, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'il y a des tas de zones où elle a été qui n'ont pas connu les Lumières. Les Lumières, c'est 300 ou 400 ans après. Hein, donc... Premièrement, et deuxièmement, les Lumières, en tant que courant unique, ça n'a jamais existé. Oui. Donc, si tu veux, là, tu vois, on est dans une inculture d'école de commerce qui ne se rend pas compte que, en fait, et je suis sûr que ce que je viens de dire, il n'en sait foutre rien, mais qui avant tout glorifie un fait cataclysmique pour l'Europe, dont la seule conséquence immédiate a été
la prise de Du début du capitalisme, le début, enfin un des débuts, parce que voilà. tu as la branche italienne, etc. Tu vois, Brodel avait beaucoup écrit là-dessus. C'est l'un des débuts du capitalisme tel que nous le connaissons. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de choses qui l'ont alimenté aussi, bien entendu, Totalement, mais c'est l'un totalement. des débuts. C'est Tout l'un à des fait, débuts. c'est l'un des débuts. On est bien d'accord. Alors après, effectivement, avec cette inculture, il pose une fausse question dans le bouquin. C'est très important pour avoir une fausse réponse. Quelle question pose-t-il? Faut-il sacrifier des vies pour sauver l'économie? C'est-à-dire, faut-il tuer les gens pour avoir du pèse? En gros. Bah, évidemment que tout le monde va répondre non. Il dit, bah, c'est pas éthique, évidemment. Et c'est complètement idiot parce que là, c'est un peu plus fallacieux. Il dit, si les gens n'ont pas confiance, ont peur du virus, sauf que si les gens, tout le monde n'a pas à avoir peur du virus, hein, puisqu'il tue les vieux, malheureusement, et donc les jeunes auront moins peur, eh bien, ils ne consommeront pas. Voilà. Et donc, ce qui est absurde. Et puis, il dit, les jeunes n'iront pas au travail parce qu'ils auront peur de l'attraper. Voilà. Donc, non, les jeunes vont pas au travail parce que tu les en empêches. C'est tout à fait ça. Si tu veux, Voilà, donc il pose cette fausse question pour avoir une fausse réponse, alors qu'il aurait pu poser la question d'une stratégie intelligente, équilibrée, pour prendre en compte tous les aspects de la maladie, soigner les gens, avoir le minimum de morts et en même temps le minimum de destruction, mais pas seulement de l'économie, parce que c'est pas seulement l'argent qui est en jeu. Mais l'argent, c'est quand même les moyens de survie du pauvre. Parce que peut-être pour Klaus Schwab, c'est perdre quelques millions et c'est pas grave. Mais pour la personne qui peut plus nourrir sa famille, l'économie, c'est fondamental. Voilà. Mais c'est aussi le lien social, la santé mentale, etc. Sa conclusion de cette fausse question et de cette fausse analogie, c'est le seul choix raisonnable, c'est un confinement rigoureux. Ce confinement doit durer 18 à 24 mois. Il se finit avec le vaccin. Alors là, je vais te lire 2-3 petits endroits pour te montrer que je ne raconte pas des bêtises. C'est tiré du livre. Les gouvernements n'ont pas eu d'autre choix raisonnable que d'imposer un confinement rigoureux. Prétendre le contraire revient à ignorer, etc. Et c'est impossible. Ne pas retarder le confinement. C'est pourquoi retarder le confinement ou rouvrir trop tôt a toujours été une tentation politique très forte, mais qui est mauvaise. Il l'explique après. 18 à 24 mois. Alors là, c'est là où il fait de la manipulation. Il envoie des grands scientifiques. Un grand nombre de scientifiques semblent être d'accord avec le cadre offert par ces 3 scénarios. Quel que soit celui que la pandémie suivra, ils signifient tous que les décideurs politiques doivent être prêts à faire face à au moins 18 à 24 mois supplémentaires de présence importante de Covid, avec donc le confinement rigoureux qui est obligatoire. Le vaccin, seul espoir. Cela suggère à son tour qu'un retour complet à la normale ne peut être envisagé avant qu'un vaccin soit disponible. Il n'y a pas de traitement, c'est pas possible. Et il vous l'explique comment? Par une autre manipulation. En fait, il vous reprend la peste, pour vous le dire. Il vous fait un petit passage avec le livre de Defoe est rempli d'histoires comparables à la situation actuelle, nous racontant comment les riches s'enfuyaient vers la campagne en portant la mort avec eux. Bon, ça, ce qui pourrait ne pas être complètement faux avec la situation actuelle, même si c'est une mortalité faible, et observant comment les pauvres étaient beaucoup plus exposés à l'épidémie, ce qui est encore pas complètement faux. Ou décrivant comment les charlatans et les escrocs vendaient de faux remèdes. Et cette phrase n'est pas pour rien. Elle est là pour dire les docteurs Raoult, les docteurs Perron, tous ceux qui veulent vous soigner, ils ne vendent pas des traitements pour se faire du fric, hein, mais pour vous soigner, eh bien, ce sont des charlatans. Et comme par hasard, qu'a-t-on entendu dans beaucoup de médias et de la part de nombreux commentateurs, que Raoult est un escroc, d'ailleurs, et un charlatan, il faut le poursuivre au Conseil de l'Ordre, etc. Voilà, donc tout boucle et on est dans une vraie manipulation. Alors il aurait été un type effectivement intelligent ou équilibré ou qui voulait notre bien, il aurait pu poser la question de la meilleure politique avec un grand P, de la meilleure stratégie sanitaire. Est-ce qu'on fait comme la Suède avec l'immunité collective? Au départ ça paraissait dangereux, mais ça semble pas mal marcher. Même dès juin 2000 on voit que ça marche bien, de juin 2020. Taïwan et le Vietnam qui ont tout de suite contrôlé très très strictement les frontières avec la Chine pour que le virus n'arrive pas. Ils ont 7 et 20 morts respectivement et ils n'ont pas de problème d'économie, d'empêcher les gens de sortir. De la Chine, peut-être que la stratégie, elle est ultra radicale en Chine, c'est clair, où ils ont éradiqué par un confinement hyper strict et toutes les mesures pendant 2 mois pour éradiquer le virus et ensuite ils ont contrôlé les frontières. On peut dire que c'est pas bien et qu'on n'est pas d'accord avec cette radicalité. Moi, je suis pas d'accord, mais n'empêche que c'est des sujets. Quand on fait un bouquin de 200 pages sur le Covid et sur la résolution, on se pose ces questions. Et puis, il aurait pu aussi proposer quelque chose d'intelligent, si vous voulez notre bien, c'était une Suède améliorée peut-être, par exemple. C'est-à-dire ouvrir la société, porter des masques dans le métro si vous pensez que c'est risqué. Faire un confinement moléculaire, utiliser les outils de la science
Parce que pour quelqu'un, avoir l'esprit des Lumières, c'est ça. Utiliser les outils de la science, c'est-à-dire que le professeur Raoult l'a très bien dit, la crise du Covid allie des vieilles molécules et de nouvelles techniques. C'est-à-dire qu'elle a le séquençage génétique de dernière génération et des médicaments qui servaient contre le palu, contre la gale, c'est-à-dire des trucs qu'on a éprouvés, qu'on connaît depuis des décennies. Donc si tu veux, c'est un peu de l'archéofuturisme, tu vois, ce type de médecine. C'est-à-dire utiliser des médicaments qu'on maîtrise depuis des décennies, mais avec des techniques qu'on ne maîtrisait pas il y a encore 3 ans à cette échelle-là. Or, si tu veux, avoir l'esprit des Lumières, c'est ça. La Ce qui raison. est très drôle d'ailleurs, parce que je rappelle que ce type de confinement dont parle Schwab, ça porte un nom, ça s'appelle une quarantaine, une bonne vieille quarantaine, et si tu veux, ça a eu 2 caractéristiques dans l'histoire de la médecine. Premièrement, ça n'a jamais marché contre qui que ce soit, peste compris, et deuxièmement, le peu de fois où ça a été satisfaisant, par exemple sur les galions quand on isolait un bateau, tu sais pourquoi ? Parce qu'à la fin, comme tout le monde était mort, il n'y avait plus de virus. Donc, si tu Mais veux, c'est une quarantaine collective. La quarantaine Ouais, que préconise Raoult, je ne sais plus, il avait donné un nom particulier, c'était tu isoles les malades. Mais bien tu sûr, isoles pas les bien portants. mais grâce à la technologie actuelle, tu peux te permettre ce qu'on appelle du confinement moléculaire, c'est-à-dire tu prends juste les malades et les à risque, et la société vit normalement. Tout à fait. Ou tu peux dire aussi au à risque, tu peux aller plus loin parce que grâce au traitement qu'on a, l'ivermectine dont tu parles, l'azithromycine l'ivermectine diviserait par 6 d'après la science, c'est-à-dire d'après les 30 études scientifiques faites par 200 chercheurs sur 10 000 malades, eh bien on ne les essaye même pas alors qu'elle divise par 6 la mortalité. Et les gens pourraient aussi dire, eh bien moi je prends le risque, j'ai 80 ans mais je veux vivre, voir mes petits-enfants, et puis sortir et continuer à vivre, et je prends le risque, et ben je serai traité à l'ivermectine, ça coûte quelques euros, hein, voilà, mais je prends le risque de pour avoir le risque de vie et la chance de vivre, il faut aussi parfois prendre un peu le risque de mourir, quoi. Et c'est une évidence qu'ils ont oublié. Mais tu as raison de le remarquer. Oui. La question, moi, que j'ai, c'est pourquoi, quand je lis le bouquin, il y a un truc qui m'a frappé, je me dis, mais pourquoi, en fait, la stratégie que donne Klaus Schwab, c'est-à-dire confinement obligatoire et sévère, confinement très tôt, ne pas ouvrir trop tôt, etc., sur 18-24 mois, donc ça serait jusqu'en fin 2022, jusqu'à la fin de la vaccination, en fait, ressemble terriblement à la stratégie qu'ont adoptée Macron, Merkel, l'Union européenne, les États démocrates américains, alors que cette stratégie semble complètement dingue. Et je veux dire, ça, là, on a une vraiment très, très troublante coïncidence. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont les mêmes idées ? Est-ce qu'ils infusent dans le même bain idéologique ? Franchement, c'est possible. C'est possible, mais c'est vraiment très troublant parce que c'est contraire à l'idée des Lumières, à l'idée de la raison, effectivement, d'être raisonnable. Totalement. Et n'empêche qu'ils l'ont tous appliqué ensemble. Et puis attends, Philippe, faut pas oublier une chose. Dans le même bain, tu as également les maîtres nageurs du bain, c'est-à-dire ceux qui donnent des impulsions. Or, si tu veux, quand toi tu n'as pas de pensée autonome, que tu traites dans un bain cosmopolite, j'emploie cosmopolite dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire vraiment, quand tu es dans une cour, parce que fondamentalement, c'est un réflexe néo-féodal. C'est-à-dire, on se met entre soi, entre princes. C'est l'équivalent des anciens princes de sang. Hein. Ouais, c'est le cosmopolitisme dégénéré, le roi, mon cousin. Bon. Mais est-ce que ça serait pas la cour à l'échelle internationale, pratiquement ? La cour de Versailles à l'échelle internationale. C'est ce que disait Samuel Huntington, qui a forgé le terme des hommes de Davos. C'est-à-dire, or le problème, c'est que parmi ces gens-là, tu as ceux qui croient par réflexe mimétique, par effet de cliquet, par bêtise profonde, et puis tu as ceux qui y croient parce qu'ils ont des intérêts profonds à y croire. Ouais. Et tous ont des intérêts profonds à y croire. Voilà. Donc, si tu veux, l'avantage, la corruption fonctionne encore mieux quand, avant d'être financière et personnelle, elle est intellectuelle et morale. Jamais l'oublier. Je suis d'accord avec toi. Alors, ce qui est fou, c'est que cette stratégie de fou qu'il te propose, qui est très dure, il sait les dégâts que ça va créer.
Il le sait et il le dit dans son bouquin, les dégâts considérables. Alors il parle de destruction d'emplois massifs, dramatique même, il utilise le mot. Des entreprises avec plein de faillites, notamment 75% des bars, beaucoup de gens en ont parlé, et des restaurants qui vont être fermés. Et ça, il cite ce fait-là, du fait de ces mesures. Des problèmes pires, des problèmes psychiques, mentaux pour la population. Il sait toute cette violence. Boris Cyrulnik, d'ailleurs, a dit récemment, le psychologue, qui est très écouté, il a dit que c'était une immense agression psychique, le confinement. Totalement. Mais Schwab le sait, et il veut cette stratégie. Donc pourquoi veut-il torturer psychologiquement pendant 1 an et demi à 2 ans les populations? Parce que là, on est là-dedans. Mais moi, je suis factuel, je veux dire, je n'imagine pas, c'est ce qu'il écrit dans son bouquin. Il n'écrit pas torturer, mais il dit ça va être super violent pour eux, mais on va quand même le faire alors que c'est pas raisonnable. Pourquoi? Alors, à mon avis, ce que l'on sent en fait dans ce livre, qui est un livre de malins et de manipulateurs, c'est qu'en fait, enfermés, isolés pendant 1 an et demi, 2 ans les gens, eh bien au bout d'un moment, les gens sont prêts à accepter à tout, n'importe quoi pour sortir de cette folie. Et donc, ils sont prêts à accepter ce qu'il propose juste après cela, juste après ce chapitre, c'est-à-dire le grand reset qui est le plan de Schwab, le plan de grande réinitialisation qu'il dit qui est le meilleur plan. On le voit d'ailleurs que les gens sont prêts à tout, prêts à accepter tout, puisque aujourd'hui, il y a des gens qui prennent le vaccin ARN, qui est un vaccin génique, pas testé, expérimental. Peut-être qu'il sera très bien, mais peut-être qu'il sera très dangereux. Franchement, on n'en sait rien. Peut-être qu'il est très dangereux de s'injecter ça dans le sang et dans le sang de gens qui sont sains, en bonne santé, jeunes, etc. Mais il y a des gens qui sont prêts à l'accepter pour cela, quoi. Très clairement. Moi, j'en ai eu de nombreux exemples où c'est la femme qui dit au mari, bah non, moi, je veux que tu le prennes absolument, alors que le mari voulait pas le faire. Donc, parce que c'est la seule voie de sortie possible que laisse l'oligarchie, c'est le vaccin. Et c'est Schwab lui-même qui le dit, c'est la seule voie de sortie, c'est le vaccin. Voilà, donc pour vous montrer encore que je ne mens pas, je vais citer 2-3 passages. Page 70, il cite quelqu'un en disant « Il y aura des troubles sociaux, il y aura de la violence, il y aura des conséquences socio-économiques, un chômage dramatique. Les citoyens vont terriblement souffrir. Certains mourront, d'autres se sentiront mal. » Voilà. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est jamais. La normalité d'avant-crise est brisée et rien ne nous y ramènera. C'est irrémédiable. Notre but, là il explique le but de son bouquin, est d'aider nos lecteurs à saisir le caractère multidimensionnel des changements à venir. Donc en fait, les changements à venir, ils sont quasiment déjà écrits d'après lui quand il dit ça. Oui, si tu veux. Et il explique que voilà, la grande réinitialisation, c'est la forme sans doute la plus souhaitable et la plus durable que pourrait, dans laquelle doit et peut changer notre monde. Donc voilà, bah, tout ça fait un petit peu réfléchir, fait un peu froid dans le dos, quoi. Oui, c'est un peu... ça va être terrible, mais vous inquiétez pas, moi et mes potes, on a une solution à une condition, c'est que ce soit nous qui ayons les manettes, quoi. C'est exactement ça. Au passage, c'est un raisonnement qui est un raisonnement de type mafieux. Parce que, si tu veux, c'est la base de ce qu'on appelle le racket. Tu vois, c'est... ta maison est très bien, mais est-ce que tu es assuré contre les termites et le feu? Il n'y a pas de termites et il n'y a pas d'incendie dans le coin. Oui, mais tu devrais parce que ça pourrait venir. Donc, si tu veux, c'est... Tu vois, c'est... Non, mais, si tu veux, le gros problème, c'est... Tu vois, c'est pas comme si on n'avait pas tout un imaginaire collectif qui a déjà vu des personnages comme ça, si tu veux. Le problème, c'est que quand tu prends une scène du parrain, que tu enlèves les spaghettis, que tu mets de la choucroute à la place, tout de suite, ça fait tout de suite beaucoup plus beauf. Tu vois, là, donc, voilà. Oui, et pas plus agréable. Hein. Et pas plus agréable. Alors, c'est quoi son monde d'après à ce ménestrel d'Outre-Rhin? Alors, avant le monde d'après, si je me permets en quelques minutes de brosser ce que dit Schwab du monde d'avant. Il dit, bon, on a fait la mondialisation, le forum de Davos, hein, et moi je suis pour, et je vous le dis depuis 40 ans. Oui, mais en fait, c'est une catastrophe. Ça a tout détruit. C'est beaucoup l'environnement, les gens, c'est totalement inégalitaire. Et il précise même que c'est invendable politiquement. Il le dit à ses amis, hein, c'est pas pour nous le bouquin. C'est invendable politiquement. Donc en fait, ce qu'il faut faire, puisque nous, on profite de la mondialisation contre les peuples qui sont en colère, en agitation sociale folle, c'est qu'en fait, il faut la continuer de façon un peu différente, un tout petit peu atténuée, et tout va bien se passer. Voilà ce qu'il dit à ses amis de Davos. D'accord, ouais.
Le camp opposé, bah, les ennemis, il les cite, hein, c'est le nationalisme rampant, le patriote, le nationaliste rampant. Voilà, Oui, donc, oui, le... bien sûr, Trump, Ouais, le oui, Trump. Brexit, Trump, Trump oui. évidemment, puisque Trump voulait casser d'une certaine manière la mondialisation. En tout cas, il Hmm. voulait développer les États-Unis indépendamment de la Chine, au lieu Ouais, d'être en bien sûr. Bien symbiose où sûr, il bien finissait sûr. par perdre. Ouais, bien sûr. Le Brexit aussi, c'est le mal, les Oui, oui, souverainistes oui, le mal, oui. et le peuple, hein, finalement. Parce qu'en fait, Oui, le peuple, il est la démocratie est problématique. Vieux problème germanique. parce que, effectivement, pourquoi le peuple, c'est le problème, en fait? Parce que là, il le dit pas, mais il le suggère. Puisqu'en fait, il dit à ses copains, voilà, tout ce qu'on a fait avec la mondialisation, ça crée une colère sociale terrible. Mhm. Une agitation, avec, par exemple, il cite même les Gilets jaunes en France, clairement, en disant cette agitation qui peut mener à une révolte et à un renversement. Donc, c'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce peuple? Je le brosse en 2-3 minutes, et après, on y reviendra si tu veux. C'est un système mondial de surveillance pour le Covid, mais qui servira après quand même, tenir en laisse les individus, que les individus acceptent quand même la baisse forte de leur niveau de vie, parce que ça va venir, parce qu'on peut plus faire de croissance et il faut sauver l'environnement pour mes copains. Il faut sauver l'environnement, puisque j'ai écrit ce bouquin, j'en suis tout à fait d'accord, mais pas de cette manière-là. On va faire un Bien meilleur sûr. capitalisme mondialisé. C'est les mêmes qui vont le faire, hein, mais le patron de JP Morgan, tous les patrons de multinationales, régionalisés. Et puis une gouvernance mondiale, c'est-à-dire que c'est nous, notre cours, qui allons gouverner tout ça, finalement. Une Si, gouvernance mondiale. Et si tu veux, c'est-à-dire rien appris, rien compris. exactement. On veut tout ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils veulent garder le Oui, manche, et bien qu'ils ont complètement ils raté. veulent être du bon côté du manche. Bon, ça, on a bien compris. Ils ont Mais tout si tu raté, veux, mais voilà. il n'y a pas une idée en plus depuis la mondialisation heureuse du plagirminque ou depuis les délires de l'ancien. Ah bah il y a Comment il quand même le s'appelle. système mondial de surveillance, hein, et tenir en laisse les individus et les Ils l'ont surveiller. toujours eu, ça. Ils Ouais, l'ont ouais, toujours eu, ça. ouais. Bon, c'est juste le degré qui est beaucoup plus. Mais là, maintenant, ils le verbalisent. Bon, c'est bien en psychanalyse de verbaliser. Mais donc, rien appris, rien compris. En tout cas, On est dans du Jacques Attali musclé, hein, ni plus ni moins. Hein. tout à fait, C'est-à-dire mais on dangereux est quand dans du même. pantalon à une jambe. Hein. Tout à fait, mais quand même dangereux parce que il y a quand même du pouvoir derrière tout ça. Oui, bien sûr, On a bien vu que sûr, bien l'équipe de sûr. Biden est conseillée par des gens qui sont dans les mêmes cercles que Davos, dans les mêmes réseaux, et puis finalement, ils ont quand même réussi à enfermer les gens au nom de la santé, à enfermer les gens pendant presque un an là aujourd'hui, et puis ils nous disent qu'il faut encore continuer 9 mois. Donc c'est quand même des gens très très dangereux. Mm. Alors est-ce que le plan il va réussir en fait? Ça c'est la question. Hein. Est-ce que les élites mondialisées d'abord elles sont toutes d'accord? Bon, certainement qu'il y en a qui sont pas d'accord. Est-ce qu'elles Ah, expriment leur... il y en a une partie qui, par exemple, je pense que Joe Biden ne fera pas en sorte qu'on revienne sur le Brexit. Je Non, le pense. Hein. non, mais ils vont s'en accommoder. Ça serait dur d'y revenir, il faut dire. Ça serait dur. Ils pourraient Ça serait le dur, faire. oui. Ça serait dur et ça se verrait beaucoup. Ça serait donc peut-être pas la peine de le faire, Ils quoi. vont s'en accommoder. Une partie d'ailleurs même de la finance ne sera pas contre. Hum. En tout cas, ils ont des intérêts communs. Est-ce qu'ils veulent réussir? Est-ce qu'il veut réussir Schwab? Ouais, très clairement, très clairement. Et il y a des membres de Mhm. Davos qui sont d'accord avec lui, puisqu'il les remercie de leur contribution. Est-ce que c'est un complot? Bon, moi j'ai envie de dire que c'est juste une volonté partagée, hein. Clairement partagée. C'est une convergence d'intérêts, Voilà. ni plus ni moins. Si tu veux, c'est les petits délires masturbatoires d'un grand bourgeois mondialiste Hum. qui donne son carnet intime à ses potes. Mais en tout Si cas, ils tu ont veux, très envie de le c'est... réussir et pour Hmm. le moment, ils sont sur la voie de le réussir. Et par contre, est-ce que les citoyens ont envie de ça? J'en suis pas tout à fait sûr, mais encore faudrait-il qu'ils soient au courant. Moi, c'est pour Ils ça que auraient je vous dû, ouais. incite tous à lire ce bouquin. Il est disponible sur Internet gratuitement, comme je vous l'ai dit, parce que Schwab le laisse gratuitement, ou de l'acheter si vous avez les moyens. Et puis, de faire diffuser l'idée, parce que même si c'est Hmm. du délire, n'empêche, il ne faudrait pas que ce soit un délire qui devienne la réalité. Oui, tout à fait. Mais là, si tu veux, on est dans ce que j'appellerais, tu vois, euh, parce on a une tendance en histoire des idées à voir l'utopie comme un fait politique et positif. En réalité, tu as des tas de types d'utopies. Tu as des utopies totalitaires, tu as des utopies pénitentiaires, tu as des utopies militaires, tu as des tas de trucs utopiques partout. Et bien là, tu vois, tu es dans la petite utopie du banquier international qui, objectivement, ne connaît du monde que les espaces ténus entre deux Sofitel, où il peut parfois avoir
des aventures extraordinaires. Et comme disait un ancien ministre français, Voilà. Et 2 aéroports, tu vois. Moi, ce qui me fait peur, tu vois, Philippe, et c'est pour ça aussi que ce sont des gens dangereux, c'est que tu vois, Alain Minck, La mondialisation heureuse, 83-84. On est en 2021. Il n'y a pas un gramme d'imaginaire supplémentaire. C'est-à-dire que, en réalité, c'est pauvre. Tu vois, c'est pauvre et répétitif, comme si tu veux, comme du roman de gare. Et en réalité, ça prouve que la haute bourgeoisie internationale n'a ni génie, ni pensée, ni imagination. Et ça, c'est dramatique. Parce que souvent, ça fait les individus les plus lâches. Et ça fait surtout les individus qui ne mégoteront jamais sur la peau des autres. Bien sûr. Voilà. Et bien sûr, ils sont hyper inquiétants. Leur pensée est pauvre et c'est d'autant plus inquiétant que leur pensée est pauvre. Bien sûr. Et que ce plan, il y a pas mal de gens qui ont l'air de le partager d'après ce qu'on voit, en tout cas. Et si tu veux, donc pour aller un tout petit peu plus en détail dans cette deuxième partie, tu vois, donc si tu veux, en réalité, c'est horrible à dire, mais ce qu'il appelle gouvernance mondiale, c'est tout simplement la schlag des GAFAM qui doit maintenir le grand marché mondial. Voilà. Donc, et surveiller le peuple en même temps pour que le peuple ne dérape pas. Bien sûr. Alors, si tu veux, ce qui veut dire que, il n'y a aucune pensée écologique derrière, parce qu'il n'y a aucune question de ressources et d'allocation de ressources. Il n'y a aucune pensée de la démocratie, et il n'y a aucune pensée tenable de la réduction d'inégalités. Alors, tu as raison et tort à la fois. Alors justement, le futur qu'il nous propose, qu'est-ce qu'il nous propose concrètement? Alors, ça fait une grosse partie du livre. En fait, il s'engage pour l'économie verte. Il dit, je m'engage pour l'économie verte, l'économie circulaire. Il lance 2-3 idées comme ça. La décroissance, même, trouve un intérêt en lui. Voilà, un intérêt pour lui, la décroissance. Alors, on ne sait pas de la décroissance pour qui ça va être et de quelle manière, parce que ça change tout. Ouais, bien sûr. Ouais. Si c'est dire, en fait, vous allez avoir des crédits pour voyager, des crédits carbone pour voyager, et puis, en fait, tous les membres de Davos, ils vont voyager, ils vont faire le tour de la planète tout le temps, et puis les gens riches vont continuer à voyager autant, et puis les pauvres, ils seront tellement pauvres qu'ils vont vendre leur crédit carbone, ils pourront plus voyager. Et ça, c'est un peu leur projet, je veux dire. Bien sûr, il y a des projets de crédit carbone qui apparaissent dans les journaux régulièrement, et de plus en plus, je sais que tu partages la même chose, on a déjà discuté, de plus en plus de façon importante. Tu donnes des crédits carbone, pas de bol, il a pas assez d'argent pour vivre, donc il vend ses crédits carbone, il peut plus se déplacer. Dommage, il peut plus aller voir ses petits-enfants à Noël. Donc voilà. De toute façon, c'est pas grave parce que papy, de toute manière, on le met dans la chaufferie pour pas que le Covid le tue. Donc, on met dans la cuisine pour qu'il mange. Pas dans la cuisine, Philippe. En maison bourgeoise, dans la cuisine, il y a déjà la bonne. donc voilà. Ensuite, autre chose, plus d'inclusion, de sociétal, donc bien prendre en compte le racialisme. Black Lives Matter, il parle carrément du mouvement avec beaucoup de sympathie. Évidemment, ça divise la société entre deux. Black Lives Matter, entre les noirs et les blancs et les jaunes d'ailleurs, parce que pourquoi pas continuer à diviser tout le monde alors qu'on est tous des humains qui veulent vivre ensemble dans le même pays. Voilà. Les LGBTQ, comme ça, on divise les femmes entre femmes et lesbiennes et individus trans, hommes, etc. Voilà, tous les trucs qui permettent à la bourgeoisie, effectivement, cette bourgeoisie, de cacher les problèmes en divisant le peuple, évidemment. Alors, il fait diversion, contrairement à ce que tu crois. Il veut limiter les inégalités. Il veut plus de santé. Il veut plus de bien-être. Il veut plus de bienveillance. Voilà. Et ça rappelle furieusement un certain Macron en 2017 dans ses printemps, et soyez bienveillants, parce que ça tout le monde a oublié. Soyez bienveillants, tu as raison, c'est bien la bienveillance. La bienveillance, c'était une des idées phares du programme de Macron, effectivement. La bienveillance. On a vu là où ça l'a amené, en bienveillance à coups de matraque et d'enfermement. Il vous parle de filets de sécurité sociale, je crois qu'il est sincère là-dessus, franchement. Qui veut qu'il y ait des filets de sécurité sociale, c'est le truc où il a l'air le plus sincère, un capitalisme en mieux. Mais en fait, il vous dit pas comment ça va se faire. Il dit c'est au peuple de le prendre, le truc. Tous ces trucs dont je vous parle, limiter les inégalités, c'est parce que c'est plus possible de faire autant d'inégalités que le peuple va le faire. Philippe, là par contre, où on va être très clair.
la dernière réduction massive d'inégalités en Occident a débuté avec les réformes rooseveltiennes Mhm. qui Bien sont sûr. montées quand même à des taux d'imposition de l'ordre de 90%. Hein. Ouais, Ok. ouais, Bon, on est d'accord. Bon. ça, c'est le côté négatif sur les impôts et le côté positif sur la Non, réduction des inégalités et la non mais richesse. tu vois, on est d'accord. Donc si tu Oui. veux, le seul qui peut empêcher ça, Mm. c'est drôle d'ailleurs, c'est l'être qui n'est pas, pour l'instant, qui n'est pas apparu une seule fois dans notre conversation, c'est Mhm. l'État qui peut Oui, permettre ça. tout à fait. Or, les grands féodaux de ce type-là, l'État leur fout la trouille. Mm. Et l'État leur a toujours foutu la trouille. Mm. Parce que là où l'État passe, les prédécesseurs de ces gens-là ont terminé au gibet pour l'amusement des corbacs. Donc, si tu veux, c'est pour ça que moi, la pensée, si tu veux, la pensée avec de la bienveillance, il y aura moins d'inégalités. Mm. Eh bien, je vais dire une chose, ce n'est rien de plus que l'actualisation sentimentale Mm. de la théorie comment ça s'appelle, pas de... Du Caire. Non, pas de l'écoulement, mais du ruissellement. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, vous inquiétez pas, les inégalités vont finir par se réduire. Ça Non, fait mais 30 ans qu'on entend ça. Ouais, tout à fait. Ça fait 30 ans que les gens qui vous disent ça en profitent pour accroître leur richesse aux dépens Tu vois. des autres et de l'emploi des autres. Mais par contre, il est quand même très malin et manipulateur. Il parle même à un moment qu'il faut un retour que le grand gouvernement, c'est bien. Mais c'est bien pour aider ses potes. Et puis, magiquement, ça va se passer dans la mondialisation. Ouais, Alors qu'on voit que bien c'est sûr, l'inverse. Donc, c'est vraiment très, très, bien mais sûr. c'est de la diversion. Par contre, le négatif, il vous dit quand même que, en fait, finalement, il n'y a pas de grand gouvernement parce que le marché doit être partout. Marché partout, c'est-à-dire écologie, ça va se faire par le marché, alors que je montrais dans mon bouquin que c'est rigoureusement impossible de le faire que par le marché, c'est absurde. Absurde. Ça va se faire par le libre-échange, et puis le marché va permettre, dans l'éducation, dans la santé, il faut des investissements massifs dans l'éducation, la santé, qui va devenir quand même, on le sent bien, privé dans son bouquin. Donc là, c'est complètement contradictoire, ça montre qu'il se fout de nous. Il dit qu'il faut un homme surveillé partout par la technologie, partout. Qu'on va utiliser le Covid pour le faire et que ça va continuer après, que c'est inévitable. Pas la peine de bouger, l'Internet des objets partout. Ce type qui est quand même le patron du syndicat des élites mondialisées nous explique aussi qu'il veut des toilettes connectées dans son bouquin. Des toilettes connectées pour analyser automatiquement nos données de santé qui seront archivées bien entendu, et conservées ailleurs que chez nous, probablement, ce qui va nous permettre d'être en meilleure santé, mais aussi de pouvoir te surveiller, surveiller tout le monde jusqu'à ton intimité. Non mais, objectivement, parce que si tu veux, des pays comme le Japon, etc., ont fait des choses comme ça. La seule chose, si tu veux, c'est que, tu vois, le gros souci, c'est que tu utilises comment dire, ce qui ne serait pas ce qu'on appellerait en médecine du monitoring médical à distance, avec des montres connectées comme le font les Chinois, ou avec le coût des toilettes comme le font les Japonais. Oui, si, à deux conditions. Premièrement, que le patient le demande, et deuxièmement, qu'il y ait une souveraineté numérique qui fasse que la personne qui reçoit les analyses, c'est le laborantin et son médecin traitant. Et si je me permets, la souveraineté de l'individu aussi là-dessus, et pourtant j'en sûr. parle rarement, mais là c'est une question de liberté, c'est-à-dire, C'est une question de liberté, oui. tes données de santé, tu les as chez toi, elles sont partagées bien sûr. nulle part, pas sur Internet, sûr, et tu bien décides sûr, de les tout à envoyer fait. à ton laborantin, ton médecin. Ouais, c'est la bien sûr. condition de la liberté, clairement. Si tu veux, si tu veux, parce que là, tu vois, il est d'ores et déjà dans le marché de la donnée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, grosso modo, ça veut dire que toute notre intimité première va devenir un gigantesque flux monétisable Voilà. qui partira quand il voudra dans les poches de qui on ne saura pas. Donc si tu veux, c'est l'inverse d'une économie de données souveraines. Exactement. Voilà. Mais il faut que l'individu Là, reste maître de ça. Là encore, rien appris, rien compris. Ah oui, ça fait 25 ans que ça traîne dans les tuyaux. Enfin, grosso modo, il a pas fait un bouquin, il a fait un égout collecteur. Ouais. Bon, ok, d'accord. Ouais, mais le pire. Un égout collecteur du pire de ce que ses potes racontent après 2 verres dans le nez à 23h à Davos. Bon, okay, je suis même pas sûr, je pense qu'ils sont très sérieux quand ils parlent de ça. Et d'ailleurs, ils te parlent d'un... Et on le sait, parce qu'il en voit depuis des années, par exemple, un futur automatisé, robotisé. Moi, c'est un truc dont je parle depuis longtemps. C'est-à-dire les commerces de détail avec des robots, les bars et les restaurants avec des robots et de moins en moins de serveurs ou quasiment plus de serveurs, les centres de loisirs avec des robots. Voilà, c'est très marrant. On va jouer avec des robots. Si tu veux.
Et par Si tu contre, veux, du la coup, seule chose, qu'est-ce que tu vas faire des professions non qualifiées? voilà. Mais de toute façon, on voit que en fait, il n'a pas réfléchi une seconde à ce que disait Jacques Ellul et de ce qu'on tous les gens réfléchissent un petit peu. C'est quelle limite à la technique on met, Oui, bien etc. Ça, sûr, c'est un autre sujet qu'on va pas ouvrir. bien sûr, Mais le bien sûr. problème il y aura plus de boulot. À cause de ça, il y aura plus d'emploi. Donc, on vous fait un truc où il y aura plus d'emploi. Donc, les niveaux de vie vont Ok, baisser, il y aura super, plus ouais, ok. d'emploi. Alors, comme il y a des filets de protection sociale, il dit quand même, on va pas laisser crever les gens. Alors, il le dit pas explicitement, mais en fait, implicitement, ça pue le revenu universel, c'est une Ouais, ça, évidence. on est d'accord. C'est une évidence et je suis allé chercher là-dessus, sur Schwab, effectivement, ce qu'il a fait. Et lui, il est pour le revenu universel. Et il nous a annoncé d'ailleurs en 2017 que ça allait être un des grands débats de société de l'avenir. Oui, oui, Voilà. bah, Et le revenu universel, ça permet des gens qui ont plus de boulot, moins de revenus, eh ben, d'être un petit peu asservis. Et ça va très bien avec son dernier chapitre qui est redéfinir l'humanité, notre humanité. Enfin, c'est pas loin de redéfinir l'humanité, l'homme oui, bien sûr. nouveau. Oui. C'est d'une vacuité totale et complètement nulle. Alors ça, c'est clair. Et Eric Verreg, qui l'a lu, pense la même chose que nous là-dessus. Et Alors qu'il ne vient pas du tout du même horizon idéologique que toi et moi. Oui, ça, ah c'est non, pas clair. du tout. Lui, il a vu le côté Et- socialiste de ça, mais moi, je pense que c'est un faux socialisme. Effectivement, l'État est pas là. Ils vont peut-être prendre ils disent qu'ils vont prendre un peu plus d'impôts pour vous payer, mais ça fait 20 ans qu'ils le disent. Moi, je le vois pas comme ça. Je pense pas que ça se finira par des hausses d'impôts pour les multinationales, non, certainement pas du pas. tout, pas du tout. Pas du tout. Donc, et par contre, voilà, là, on est dans l'homme nouveau. Redéfinir notre humanité, l'homme nouveau. Ce type qui est un patron de l'élite mondialisée économique, et donc du coup un peu Mhm. médiatique, hein, puisqu'on sait les Oui, tout liens, à fait, ouais, et bien sûr. voilà, nous dit l'homme nouveau. Alors moi, j'ai pas la même culture de l'histoire des idées, mais si vous pouvez nous en dire 20 secondes sur les gens qui ont parlé de l'homme Bah, nouveau. si tu veux, en réalité, tu as une incompréhension profonde sur ce sujet-là. Parce que tu as des théories de la création et tu as des théories de la régénération. Mhm, Dans les grandes époques révolutionnaires, tu as des hommes qui ont voulu redonner la pleine humanité. Tu vois, par exemple, c'est l'obsession grecque et romaine chez les révolutionnaires français. Ça n'a rien à voir avec la croyance totalitaire. mhm, Tu vois, c'est-à-dire de redonner à l'homme mhm. d'être C'est pas l'homme nouveau du coup. c'est-à-dire voilà d'être l'homme de refaire des hommes exceptionnels, c'est-à-dire de refaire Voilà. des Périclès, de Mais on refaire part des de la Léonard de base, on Vinci, parle de ce tu qu'ils vois. sont. On part de la base, on parle de Voilà, ce qu'ils sont. si tu veux, le problème c'est que là, si tu veux, tu as dans la résistance française, tu as une idéologie de la régénérescence de la nation, Mhm, c'est-à-dire nous allons devenir la chevalerie qui va donner les talons de valeur mhm, du français supérieur, c'est-à-dire du français en mieux, mhm. qui aura combattu, etc., etc. Bon. Voilà. Donc ça, si tu veux, ça n'a, à mes yeux, et la plupart de la nouvelle école historique est en train de flinguer toutes les prétentions totalitaires de l'école libérale sur la Révolution française. Pour moi, tous les élèves de François Furet, si tu préfères. Mhm. C'est-à-dire, pour moi, c'est entre autres l'œuvre extraordinaire de Jean-Clément Martin, où là, il y a une biographie de Saint-Just qui va dans ce sens également. Ces gens-là n'ont jamais voulu recréer l'homme. Ils ont voulu rendre à l'homme une part de d'humanité que des régimes despotiques à leurs yeux avaient enlevé. Ouais. Et ensuite, tu as le constructivisme délirant. Alors ce constructivisme délirant, tu l'as en partie, et en partie seulement dans le régime fasciste italien, parce que le régime fasciste, c'est un régime militaire. Donc, si tu veux, c'est à la fois revenir à la grande Italie, et tu vois, c'est à mi-chemin entre les deux. Tu as une idéologie totalitaire, si tu veux, tu l'as un peu en Union soviétique, un peu. Et à certaines époques, particulièrement l'époque stalinienne, peu avant, peu après. Mais par contre, là où tu l'as à plein tube, le national-socialisme allemand. Là, si tu veux, théorie de la Terre creuse, papillon stellaire, là tu es dans accroche-toi Jeannot, on est chez les dingues. Et Pol Pot? Alors, En 2 mots, quoi, tu vois. alors Juste si pour... tu veux, dans une part, par exemple, du polpotisme, tu as ça. Hein. Tu as un constructivisme, c'est-à-dire la société pliera à l'idée de l'homme nouveau. Tu vois, par exemple, pour éviter le commerce avec les Vietnamiens, on tuait toute personne qui avait des lunettes. Dans certains Khmers rouges ont fait ça pour éviter que les lettrés, donc ceux qui portent des lunettes,
passe à l'ennemi, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Comme ça. Et tu as une autre école dont on parle très peu, qui est pourtant une école dominante, qui a été souvent dans le constructivisme, c'est, si tu veux, les grandes utopies libérales. Tout ce qui sort, Société du Mont Pèlerin, Gouvernement mondial, Friedrich von Hayek, tous ces gens-là. Tout à fait d'accord. Ces gens qui ont une détestation de tout ce qui est conservateur. Et je le dis, je ne suis pas, moi, conservateur. Mais parce que pour eux, et c'est normal, parce que pour eux, la neutralité axiologique permet une extension extraordinaire de la dynamique marchande, c'est-à-dire de la dynamique de l'évaluation, de la dynamique du contrat et de la dynamique du jugement. C'est-à-dire que tout peut être mesuré, tout peut faire l'objet d'un accord de volonté et tout peut terminer, tu vois, devant un tribunal d'intérêt privé. Or, on ne se rend pas compte, mais la pensée libérale, une fois qu'elle est déliée, c'est-à-dire telle qu'elle a été, qu'elle a renaît dans les années 1920-1930, c'est pour devenir une pensée révolutionnaire, c'est toute la pensée du Mont Pèlerin, c'est celle d'Hayek et autres, et une pensée qui entend, si tu veux, éliminer des parts premières de l'homme, par exemple sa part politique, parce que si tu veux, non, mais tu as raison, sa part aristotélicienne. Or, personne, tout à fait raison. Tout le monde pense que parce que le libéralisme était en face de l'URSS, qu'il n'a pas les mêmes ferments totalitaires. Or, il les a toujours eu, et aujourd'hui, comme il n'a pas d'alternative devant lui, à l'exception de ce qu'il appelle populiste par diabolisation, qui aurait été un retour au système démocratique antérieur, et que les capitalismes nationaux asiatiques, eh bien tout simplement, comme toute idéologie devenue idéologie monde, et sans vis-à-vis, sans adversaire, elle s'extrémise, et donc elle va dans ses derniers retranchements. Voilà. Tu as tout à fait raison, c'est l'extrême libéralisme qui va dans ses derniers retranchements, et d'ailleurs, dont finalement, en fait, quand on lit le bouquin, Klaus Schwab est un représentant. Parce qu'effectivement, comme Friedrich Hayek, contrairement à ce qu'on croit, comme Thomas Friedman, ils disent bien qu'il faut un revenu minimum pour éviter la colère populaire et que le régime libéral tombe. Et donc, c'est de la même chose, c'est la même eau. Et on sent à travers tous les pores de la pensée de Schwab qu'il y a des influences de Hayek, de l'ultralibéralisme, de l'extrême libéralisme qui conduit à l'homme nouveau. Donc, tu vois, on s'y retrouve complètement. On s'y retrouve, et puis surtout, on s'y retrouve sur un point. Et là, tu vas confirmer l'un de mes doutes. À aucun moment, et ça c'est très typique de la neutralité axiologique, à aucun moment, je pense que Schwab, à aucun moment, je n'ai pas lu l'ouvrage, ne reconnaît que les affaires du monde qui vont frapper les citoyens les regardent. Pourquoi ? Parce que, objectivement, c'était la phrase de Jacques Attali, ne cherchez pas à faire de la politique, réussissez votre vie. C'est-à-dire que, parce que si vous entrez dans le collectif, vous allez devoir porter un jugement. Vous allez devoir entrer dans les querelles du beau, du bien et du vrai, c'est-à-dire vous allez devoir violer la neutralité axiologique. Oui. Et je pense que tout simplement, et c'est pour ça que que Davos se retranche derrière la scientificité, qui est quand même quelque chose qui dure autant que les traités internationaux et les jeunes filles en fleurs, c'est que l'avantage de la science, c'est que la science telle qu'il la présente est frappée de neutralité comme le marché. Oui, voilà. Tu as tout à fait raison. Non, mais je pense qu'on en est là, effectivement, et qu'ils n'ont pas trop d'idées. Et le peuple, en fait, ils disent... Parce que quand tu dis ils ne veulent pas en faire appel au peuple, justement, ils disent clairement qu'ils ont un problème avec le peuple parce qu'ils ont fait n'importe quoi dans cette mondialisation, qui est hyper inégalitaire, destructrice, et même de l'environnement, des emplois des gens, et aussi destructrice de leur santé mentale. Ils le reconnaissent, clairement. Et que ces méfaits terribles ont provoqué la colère populaire, les gilets jaunes en France, et tout un tas de choses. Et qu'ils en ont très peur. Et que la réaction du peuple, qui est de dire... On veut du populisme au sens noble, parce qu'il y a tous les populismes possibles, c'est-à-dire au retour, on écoute le peuple, un peuple politique qui a le droit de s'engager en connaissance de cause pour son destin, de choisir les représentants qu'il souhaite pour qu'elles deviennent leur élite, lui disent non, surtout pas ça.
C'est ça qui est le danger. Et donc, on va tout faire, on va faire toute cette grande manipulation qu'ils nous exposent dans ce livre pour qu'ils acceptent le choix final au moment de sortir, parce qu'ils vont crier pour pouvoir sortir tellement ils n'en peuvent plus de chez eux. Et ils vont accepter la grande réinitialisation qui reconfie sous une forme très légèrement différente, mais encore plus violente, avec encore plus de surveillance, en fait, tout le pouvoir à toutes les mêmes personnes qui ont complètement planté. Et effectivement, ils n'ont pas du tout envie d'appeler au pape, puisque de toute manière, on le voit, quand il y a quelqu'un qui parle, je veux dire, même de façon, on est très factuel, hein, je veux dire, on les accuse de rien, on lit des passages du livre pour démontrer ce qu'on a à démontrer. Bien sûr, oui. On n'a rien à cacher, lisez le livre et critiquez-moi si vous le voulez, je veux dire, dessus, mais si vous voulez... quand ils censurent, dès que quelqu'un parle, même Perron, en fait, on commence à plus vouloir l'inviter sur les plateaux télé, on commence à le censurer dans son métier, de lui enlever son poste de chef de service. On voit que tout le monde est traité de complotiste. Donc, on n'avait déjà pas accès aux médias qui appartenaient au monde de Davos. Pour la plupart, maintenant, les réseaux sociaux sont interdits. Et Trump, qui était président des États-Unis, s'est vu fermer son compte sur les réseaux sociaux. Quoi. Voilà, parce que justement, Trump fait partie, effectivement, des gens, on peut l'aimer, on peut pas l'aimer. Il représente les Américains, pas les Français, faut pas l'oublier. Hein. C'était le président des Américains. Il les représentait, apparemment, il aime bien, d'après les sondages de sortie, Rasmussen, il est plus préféré à Biden aujourd'hui, quoi, encore. Donc on se retrouve avec un Trump qui a plus le droit de parler parce qu'il représente le peuple. Non seulement le peuple n'a pas le droit de parler, mais ceux qui représentent le peuple n'ont pas le droit de parler. Et c'est là qu'on voit qu'on va vers une tyrannie, hein, société de surveillance, plus droit de parler, censure, tyrannie des plus riches, oligarchie, en plus une espèce d'oligarchie mondiale. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à nos compatriotes, c'est qu'en fait, quand vous lisez ce livre, vraiment, moi je vous le dis, lisez ce livre et prenez le temps, vous verrez que c'est passionnant. Les élites mondialisées, elles ont bien repéré ce qui touche les gens. Parce qu'elles sont parfois sans cœur, très souvent sans cœur, hein, mais on pense à un Jeff Bezos d'Amazon, mais elles sont pas sans esprit, elles ont des antennes. Non, ils sont pas débiles, non. Elles ont compris ce qui touche les gens et comment manipuler leurs émotions. Que la crise économique et sociale qu'ils avaient provoquée est insupportable. Que la crise de l'environnement, c'est insupportable pour les gens de voir que leurs écosystèmes se détruisent petit à petit, qu'il y a des problèmes de terre arable, on mange de la terre arable, il y en a de moins en moins. Bien entendu que c'est pas tout catastrophique et tout ça peut être réglé, mais qu'il y a des problèmes d'environnement qui se dégradent. Le seul truc dont il parle pas d'ailleurs Schwab, c'est les migrations. Mais les souverainistes en face de ça, qui sont d'après Schwab leurs ennemis, parce que ils veulent redonner du pouvoir au peuple et c'est le but. C'est redonner du pouvoir à la démocratie, au référendum, avec des référendums même d'initiative citoyenne, donc le peuple qui a le droit de challenger les gens. Ce qui prouve que les gens qui portent le RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui va challenger les gouvernements, c'est des gens qui sont de bonne foi. Parce que c'est pas pour entuber le peuple qu'on lui donne le pouvoir d'aller contre des lois qu'on va voter. Ou de dire non à une question fondamentale qu'on a votée. Et en tout cas, tous ces souverainistes, ils doivent se poser toutes les questions et répondre à tous les problèmes et trouver des solutions à toutes les crises. Et elles sont de 3 domaines. Je le dis toujours, mais je le répète, crise économique et sociale. Je veux dire, quand les gens ont plus à manger, ont plus à donner à manger à leurs enfants, à leurs familles, sont dans des situations absolument terribles, comme c'est en train d'arriver. Ça arrive depuis longtemps, mais là, ça arrive en masse. Crise écologique aussi de notre environnement, qui est quand même les écosystèmes dont nous vivons. Si nous sommes au milieu de ces écosystèmes et si nous les détruisons, comment pourrons-nous vivre ? Il n'y a sans doute aucun moyen, et puis c'est une vie absolument minable. Et puis le problème des flux d'immigration, et le problème de l'assimilation que nous avons, par exemple, en France et dans d'autres pays occidentaux. Mais en tout cas, moi, je parle aux Français. Il faut résoudre toutes ces 3 questions. Parce que le jeu d'en face, c'est de diviser. De dire, ah ben, regardez, celui-là, il ne parle que de la crise économique et sociale, il ne répond pas à vos questions. Celui-là, il ne parle que de l'immigration parce qu'il pense qu'il n'y a que ça d'important, donc il répond qu'à une partie de vos questions. Et celui-là ne parle que de la crise écologique, il répond qu'à une partie de vos questions. Tant qu'on reste à défendre groupe contre groupe, un sujet, alors que c'est l'ensemble des sujets qui doivent être résolus, on se tire des balles dans le pied. Donc, parlons de tous les sujets. Peu importe qu'une personne pense que le plus important, c'est la crise économique et sociale, et que toi, par exemple, quelqu'un d'autre va penser que c'est la crise écologique, et un troisième va penser que ce sont l'assimilation et les flux d'immigration. Peu importe. L'important, se décentrer de soi-même. Il faut un projet global face à un autre projet global. Exactement. Tu l'as résumé en un mot, c'est exactement ça. Merci, mon cher Philippe. Je renvoie à ton ouvrage « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant » chez Jean-Cyril Godefroy. Ceux qui veulent nous soutenir, n'hésitez pas sur notre page Tipeee sur le cerclearistote.com.
Et abonnez-vous à nos réseaux sociaux classiques tant que nous y sommes, Twitter, Facebook, et à nos réseaux sociaux alternatifs, groupe Telegram, Gab, Odyssée et autres. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci.